Ben, merci pour votre invitation, chère Anna et Maria. Et je vais avoir à cœur de vous, surtout de vous lire quelques extraits de mon récit de voyage. Donc ce voyage qui a fait se rejoindre Lyon, ma ville de Natal, à Mourmansk, en Russie, donc en Russie du Nord. Et effectivement, je voulais mériter, je crois que c'est le terme, je voulais mériter ce voyage, je voulais mériter la Russie. Donc, je me suis dit, je ne vais pas y aller en avion. L'intérêt d'aller en Russie en avion, alors effectivement, on peut prendre l'avion, arriver à Saint-Pétersbourg, visiter le musée de l'Ermitage, où se trouvent les mêmes collections qu'au Louvre, revenir chez soi en disant j'ai été en Russie. En fait, je voulais vraiment mériter radicalement la Russie et je suis parti en vélo. Et le livre qui est sorti il y a quelques années, le voici, et je l'ai sous-titré Vélodyssée en terre nordique. Donc Vélodyssée, vélo et Odyssée. Et je crois, en écoutant Anna, je crois avoir aujourd'hui, 5 ans après ce voyage, avoir, euh, je pense, découvert comme ça, intuitivement, pourquoi les Français sont russophiles et certains Russes sont francophiles. En réalité, il y a une donnée géographique, à mon avis, qui est à prendre en compte. C'est qu'en réalité, entre la France et la Russie, il n'y a pas de frontière commune. Mais en même temps, la Russie et la France ne sont pas très éloignées non plus. C'est pas à l'autre bout du monde. Et en réalité, cette distance permet l'espace du fantasme. On peut fantasmer la Russie parce que c'est à la fois loin, mais pas très loin. Et il n'y a pas de frontière commune, ce qui fait que les chocs historiques ont quand même été un peu moins fréquents qu'entre la France et l'Allemagne, par exemple. Donc je crois que cette attirance commune vient de ce fantasme commun vient de la géographie tout simplement. Alors je vais pas rentrer dans des considérations théoriques parce que c'est pas mon but. Anna a brillamment commencé la soirée en évoquant son auteur de prédilection dont j'ai oublié le nom. Et je vais Vauguer, n'est-ce pas, et je vais vous lire des extraits. Je pense que c'est beaucoup mieux parce que ce sont des impressions vécues euh, qui, euh, qui vont me ramener moi-même dans des souvenirs déjà un petit peu lointains. Alors, je vais sélectionner trois extraits. Le premier, ben, c'est mes premiers pas sur la Russie, un petit peu comme Armstrong qui met les premiers pas sur la Lune. Et là, il y a toutes les caméras du monde et il y a 2 milliards de gens qui regardent l'homme qui met les premiers pas sur la Lune. Alors là, il n'y aura pas 2 milliards, il y en aura 10, mais enfin, ça fait rien. Je vais vous parler de ses premiers pas sur la Russie. Voilà. Euh, de manière descriptive. Et j'ai oublié une chose, ce premier pas sur la Russie, c'est fait par Kaliningrad. Alors, ceux qui ne connaissent pas Kaliningrad, c'est une enclave russe. Moi, je l'ai appelé le petit timbre-poste sur la carte du monde. C'est un timbre-poste sur la carte du monde, mais c'est un peu un échantillon de la Russie qui se trouve enclavé en Europe. Alors, Kaliningrad, la dimension d'un timbre-poste sur la carte du monde, mais aussi le plus grand laboratoire d'expérimentation humaine. Quelques maisons éparses, une voie de chemin de fer rouillée, envahie par les hautes herbes. Au-delà de cette ligne, perpendiculaire à ma route, c'est la Russie. À gauche et à droite, flotte comme un air de ville fantôme. De l'autre côté des rails, en face, le poste de douane. Un berger allemand et une silhouette de colosse. Un fusil mitrailleur en bandoulière. Je m'approche. Déjà, l'homme aux yeux bridés me fixe du regard. Je m'arrête un instant, saisi de stupeur. Tendant mon passeport à la main, en guise de réconfort, je lance un grand coup de pédale pour me retrouver à sa hauteur. Tout se passe en un instant. Priviet, passeport. Da, da. Ce n'est pas si difficile d'entrer en Russie. La frontière, c'est aussi et surtout la limite qui sépare les clichés de la réalité. Que s'éloignent mes idées made in France. Voyager, c'est entrer dans le réel, c'est s'essuyer les mains dans le rideau de soie des idées. La Russie m'attend à 300 mètres. Une longue route glauque pendant des kilomètres, des engins militaires à travers les arbres, enfin le premier village, signe que la zone frontalière s'est éloignée. Et je m'arrête. Dobrý den, voda, voda.
S'il vous plaît, je voudrais de l'eau, je voudrais de l'eau. Et je mime avec mes mains l'action de boire à une fontaine. Niet, niet, il n'y a pas d'endroit où s'abreuver. Euh, et en réalité, les habitants de ce village doivent faire bouillir de l'eau au robinet, l'eau du robinet, sous peine de dysenterie. Parce qu'en Russie, il y a beaucoup d'endroits, d'espaces où il n'y a pas d'eau courante. Ça, c'est une découverte radicale. Quand on vient du petit cap confortable de l'Asie qui s'appelle l'Europe, n'est-ce pas? Pour reprendre une formule de Sylvain Tesson, autre grand voyageur qui a aussi découvert la Russie. Alors, je me suis dit, le soviétisme est un paradis pour les idées, mais un enfer pour les hommes. Les gens des campagnes sont apeurés par les étrangers. Mais une fois la confiance établie, l'amitié, l'entraide véritable relègue aussitôt notre Occident développé au niveau d'un tiers-monde existentiel. C'est à l'heure de ces expériences que se vérifie l'axiome du cyclocampeur occidental. Plus tu vas vers l'Est, plus les routes sont démontées, plus les gens sont solides et solidaires. 3 arrêts de bus plus loin, une pluie fine commence à tomber, dévoilant la surface luisante des pavés multicentenaires. Une épreuve d'équilibriste pour le vélo qui ne peut pas trop ralentir sans que tombe la sanction moustiqueuse. En fait, il y avait plein de moustiques autour, et donc si je ralentissais, j'étais piqué par les moustiques. Voici la ville, enfin, ou plutôt l'entrelac d'immeubles fendus, failles laissant sortir des barres de fer rouillées. Un grand dôme doré en plein milieu de la place, un dôme, oui, absolument immanquable, de forme oblongue. Son toit de cuivre ressemble à une soucoupe volante prête à rejoindre l'espace. Et je parle d'une église russe, là. C'est une soucoupe volante prête à rejoindre l'espace. Juste à quelques encablures de là, la grande gare centrale de Kaliningrad. Sa façade monumentale où triomphent 5 cadrans horaires. Un par fuseau horaire, pour bien nous montrer que la Russie n'est pas qu'un pays, mais c'est aussi un continent. Il faut très peu d'imagination pour que les montres surdimensionnées se transforment en cadrans d'une machine volante en cours de lancement. Là, c'est mon imaginaire débordant qui fait que je transforme une gare en soupe volante. Devant moi, une scène culte du grand film post-soviétique. Scène en 3 plans pour mieux la comprendre. En arrière-plan, un immense panneau plasma où défilent sans discontinuer des spots publicitaires de Coca-Cola. Au plan intermédiaire, un Gavroche déguenillé qui tient un téléphone portable avec l'allure d'un tzigane de Camargue. Enfin, au premier plan, une longue limousine noire glissante comme un animal sur les pavés luisants. Ses vitres teintées emportent avec elles son mystère. Mais qui se cache dans ce corbillard hollywoodien? Un acteur américain en tournage? Je ne sais pas. Un oligarque d'une firme pétrolière? Je ne sais pas. Ou Vladimir Poutine qui vient visiter Kaliningrad? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais su. Là, c'était un premier extrait de mon récit de voyage. C'est la découverte radicale d'un univers qui m'était moi assez inconnu. Je n'étais jamais allé en Russie et qui permet, grâce au vélo, grâce à ce voyage radical, de briser les clichés positifs ou négatifs qu'on peut avoir envers ce pays-continent, ce que j'appelle le pays-continent qui s'appelle la Russie. Là, je vais vous lire un autre passage. Alors, quelques jours plus tard, si vous situez sur la carte, donc après la traversée de Kaliningrad, de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie, je passe la frontière et j'arrive à Pskov. Pskov, une jolie petite ville qui mérite vraiment d'être visitée. Si vous n'avez jamais vu la Russie, vous voulez aller en Russie, évidemment, vous avez Saint-Pétersbourg et Moscou, mais vous avez Pskov aussi, qui me paraît avoir un cachet, un charme particulier. Alors, je vais vous parler de Pskov. J'espère que je prononce bien. Pskov. Voilà, j'y arrive. Voilà. Et d'ailleurs, mon texte commence par Pskov. Voilà. Première grande ville russe après la frontière. Et j'ai oublié de vous dire, j'étais parti avec un ami, Wilfried. C'est pour ça que je parle de Wilfried. Excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser. Wilfried était arrivé après moi. Dans l'attente, j'avais rejoint la grande gare de Pskov, notre point de rendez-vous.
Pskov, comme la plupart des villes russes, n'a pas vraiment de rues, mais des routes. Le paysage urbain de Pskov n'est pas le pire de tous. On parvient presque à discerner un centre-ville, des places, mais en dehors, la périphérie nous transporte à Calcutta. Un habitant de Pskov, un électricien, était parti en vélo pour faire le tour du monde. C'était dans les années 30. Son vélo bleu, nous allions le voir, ainsi que son fameux journal rempli de tampons de passage. Nous descendions les marches vers le sous-sol d'un musée de la ville. Nous trouvâmes le vélo posé simplement parmi d'autres objets, des téléviseurs de l'époque soviétique, des armes, des cartes. La lourde porte avait ainsi grincé comme celle d'une tombe égyptienne. Comme il fallait attendre plusieurs heures dans le bureau du secrétaire du musée, nous sommes venus avec des gâteaux et du thé noir afin de parvenir à visiter la fameuse bicyclette. Alors en Russie, quand vous avez affaire à l'administration, soit vous gueulez, ça sert à rien, soit vous allez avec des gâteaux. Et là, vous arrivez avec des gâteaux et les portes s'ouvrent. Il faut attendre quelques heures. Et là, j'ai pu enfin visiter en fait, le vélo de ce cycliste russe Gleb Travin, qui s'appelle Gleb Travin, qui n'est pas très connu, mais qui est dans la petite communauté des cyclocampeurs un héros, parce que c'est le premier à avoir fait un grand voyage en vélo. Il a fait tout le tour de l'URSS à l'époque, en 3 ans, et il a survécu, il est rentré vivant à Pskov, etc. Donc, pour voir ce vélo, il a fallu, comme c'était dans les réserves et que c'était pas accessible tout de suite, il a fallu, avec notre hôte, venir avec des gâteaux. Et c'était une expérience incroyable, d'attendre comme ça dans le bureau avec des gâteaux jusqu'à ce que la clé puisse parvenir jusqu'à nous. On a attendu 1 heure et demie, je crois, mais c'est vraiment mémorable. Bref, je continue à décrire le vélo, après cette digression, ce vélo historique, qui est conservé donc au musée municipal de Pskov. Une machine lourde et robuste, qui, dans les yeux des paysans de l'époque, transforma son pilote en un curieux centaure. C'est l'ancêtre Gleb Travin. Les rivières gelées en guise de pistes cyclables, et la cueillette pour survivre, les ours sauvages, un fusil en bandoulière, la poudre du canon, du fusil, les nuits de bivouac, les étendues infinies et les modes de vie rudimentaires. C'est tout cela que cette machine symbolisait devant moi et devant nous, et nous étions, nous, dans le sous-sol d'une tombe égyptienne. C'est une métaphore pour parler de cette réserve du musée de Pskov, fermée au public. Nous parvîmes ensuite chez l'hôte le plus improbable de notre voyage. Un homme de grande taille, colossal même. Il avait construit sa maison avec des morceaux de pont récupérés dans un chantier. Et moi, j'ai visité cette maison de la banlieue de Pskov, et elle était avec des murs de 3 mètres de large. Et il m'a raconté, un peu en allemand, en anglais, qu'il a fait récupérer la nuit, il récupérait des morceaux d'un pont, quoi. Et il a construit sa maison comme ça. Ça, c'est des choses que vous voyez en Russie, mais pas ailleurs, quand même. Et c'était assez incroyable, quoi. Vous en étiez. Alors, les portes ressemblaient à des grands coffres-forts. C'est une maison bunker. À l'intérieur de la forteresse, des machines, des icônes orthodoxes, des jambons pendus au mur. Une véritable caserne militaire. Et pourtant, une grande amabilité et un accueil extraordinaire. C'était comme un ogre rempli de rêves, un ancien communiste, mais qui était en même temps orthodoxe pratiquant. Une scène de revoir devant le bunker, l'heure où nous sommes partis le lendemain, dans la direction pour Saint-Pétersbourg. Et nous avions le ventre calé et les yeux pleins de larmes, car je ne voulais plus quitter cet endroit. J'aurais pu écrire un livre entier sur cette hôte, mais d'autres l'ont fait dans des contes populaires, car je crois qu'en fait j'ai rencontré Gargantua. Donc c'était inutile de le décrire plus avant. Et ça, je fais une digression, c'est une des choses que j'ai pu découvrir, que j'ai pu sentir grâce à ce voyage radical. C'est effectivement l'opposition radicale, l'opposition qu'il y a entre la précarité quand même du pays, surtout dans les zones de campagne. Je ne parle pas de Saint-Pétersbourg qui est un cas unique. C'est en fait le contraste entre la précarité de la vie quotidienne, il faut faire bouillir l'eau, sinon on peut attraper des maladies. Il n'y a pas beaucoup de routes, il y a des endroits en vélo, je vous assure, on était complètement perdus, on tombait dans des trous, quoi. Enfin, et c'est le contraste entre cette précarité et l'accueil,
l'accueil incroyable qu'on reçoit quand on arrive là-bas, quand on mérite le voyage. Évidemment, si vous allez dans un hôtel au centre-ville de Saint-Pétersbourg, ben vous allez avoir même pas il n'y a même pas de Russes d'ailleurs, il n'y a que des étrangers et vous ne voyez pas le pays. Mais le fait d'avoir choisi ce mode radical de découverte, ça m'a mis dans des situations de survie et aussi au fond, c'est vrai qu'il y avait en même temps des ours dans les forêts, donc on pouvait se faire tuer à chaque instant. Je raconterai plus tard des anecdotes si j'ai encore le temps. Mais aussi, il y avait le miel de l'accueil. En fait, la Russie, c'est la dangerosité de l'ours et le miel de l'accueil. Je crois que c'est un symbole, une image poétique que je pourrais camper comme ça ce soir, qui m'est venue comme ça, je n'ai pas calculé avant. Alors, je vais passer à un autre extrait de mon journal. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Je vais vous... Alors donc là, je passe Saint-Pétersbourg, puisque bon, c'est une ville magnifique, où j'ai l'impression d'ailleurs à Saint-Pétersbourg d'avoir découvert l'Europe. Ce qui est paradoxal, c'est en quittant l'Europe que je découvre l'Europe. Bon, mais je ne rentre pas dans les détails parce que ça, vous êtes un grand nombre à l'avoir visité. Saint-Pétersbourg, tout le monde visite. Par contre, cet endroit-là, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous l'aient visité. Donc j'arrive beaucoup plus au nord, vers la mer Blanche. Alors je sais prononcer mer Blanche en russe. Bielamore. Et là, je reste fidèle au texte pour pas m'envoler dans des souvenirs. Bielamore. J'arrive devant la mer Blanche. Donc 500 km au nord de Saint-Pétersbourg, à peu près. 500 km, c'est rien pour la Russie, hein, c'est un petit morceau. Je m'approche d'une chapelle de bois au bord de la mer. Son toit, très pentu, semble toucher l'onde verdâtre de la jetée. J'étais persuadé d'avoir vu cet endroit quelque part. La route caillouteuse, des îlots rocheux dépouillés de toute végétation affleuraient à l'horizon, et surtout cette passerelle de bois qui relie le soubassement de la chapelle aux rochers voisins. Je restais un moment dans une introspection presque mystique, pour reprendre le mot de Anna, une introspection presque mystique, devant ce souvenir bien réel qui revenait progressivement à la surface. Puis je revis enfin, dans les brumes de ma mémoire, une silhouette en toile de bure passer lentement sur cette passerelle. C'était l'histoire d'un ermite qui poussait une brouette, et c'est dans le confort d'une salle de cinéma à Lyon, ma ville natale, où j'ai vu ce film. C'était donc un film que j'ai vu place Bellecour il y a quelques années, et j'ai pu voir cette chapelle que j'ai maintenant devant les yeux, et c'était en fait la chapelle qui a servi au film qui s'appelle Ostrov. J'avais vu donc le film, et croyez, vous pouvez en croire ou pas, j'avais devant les yeux la chapelle qui avait servi au film. Ostrov, c'est-à-dire île en français, l'île. Hein. Le fameux film de Pavel Lounguine. Et donc là, j'ai pleuré, parce que je me suis dit, ce film m'a donné envie de visiter la Russie, et la Russie me renvoie en cadeau. Je suis devant cette chapelle, mais vous voyez la taille de la Russie. Il y avait statistiquement une chance très peu probable que je tombe devant la chapelle qui a servi au film, au magnifique film que je vous conseille de voir, qui est un chef-d'œuvre donc de Pavel Lounguine. Je continue un petit peu cette description de cette émotion vécue à ce moment-là. Je rendis grâce au destin pour cette coïncidence incroyable. Je tournais autour de ces lieux comme un ours en cage, dubitatif, en essayant d'expliquer à mon hôte mon sentiment de surprise. J'avais un hôte russe qui me comprenait pas pourquoi j'étais les larmes aux yeux. Il se faisait tard, même si la nuit restait blanche sous ces latitudes. Parce que là, nous sommes déjà dans les zones nordiques, donc en fait, les nuits sont très courtes l'été. Une nuit laiteuse, parsemée de quelques rares étoiles. Je ramassais un caillou entre deux rochers couverts d'algues. Tout me semblait terriblement beau autour de moi, presque irréel, comme le chef-d'œuvre absolu de Pavel Lounguine. L'heure passe, je ne sais pas combien de temps il me reste à peu près. J'ai encore du temps. Alors là, je ne vais pas être fidèle au texte, parce que ce qui se passe après, c'est un peu plus dans le mode de la survie que le voyage. Là, j'étais encore dans le mode voyage, donc je prends des photos, tout ça. Je monte encore plus la côte de la mer Blanche, et 500 km plus tard, j'arrive dans une petite ville qui s'appelle Apatite, bon, qui est pas une ville touristique. Et là, je décide
apprenant que dans les environs, il y avait des labyrinthes de pierre. Je crois qu'en Russie, on dit labyrinthe, hein, c'est le même mot. Des labyrinthes de pierre de l'âge proto-historique, donc qui a au moins 4 000 ans. Et je voulais absolument visiter ces endroits. J'avais des indices, et il fallait que je me rende plus vers l'est, et j'approche en vélo, là, dans des territoires extrêmement éloignés de toute zone touristique, et en plus des zones interdites. Donc ce sont des zones qui étaient des zones militaires. Moi, je ne le savais pas, parce que j'arrive pas à lire les panneaux, et donc on découvre petit à petit qu'on est dans une zone interdite. Mais bon, moi je pars comme ça, à l'aventure. Et j'arrive là à la fin de la route, parce qu'il faut savoir que la péninsule de Kola, cette péninsule donc, qui appartient au bloc scandinave, en fait, les villes côtières ne sont pas toutes reliées par des routes, parce qu'il n'y a pas de route. Et donc, les gens sont isolés pendant l'hiver, et pour circuler d'une ville à une autre, ils passent en bateau, en fait. Mais c'est des territoires immenses, donc ils sont obligés de circuler d'une ville à une autre, en cabotage, si j'ose dire, autour de la ville, de la péninsule, pour rejoindre Mourmansk, qui est la ville la plus au nord. Et là, j'arrive donc à la fin de la route. Je suis en vélo, il faut vous imaginer, je suis en vélo. Hein. Déjà, j'ai réussi à survivre jusque-là, donc c'est bien. Il y avait des ours sauvages un peu de partout dans la forêt. Ça, je ne le savais pas, j'ai découvert des grizzlies. Hein. C'est pas des ours, des petits oursons, c'est des grizzlies. C'est-à-dire que ça fait 2 mètres de haut. Et si vous êtes face à un grizzly, ben, vous faites votre prière si vous êtes croyant, parce que vous n'avez pas beaucoup de chances de survie. Et donc, j'arrive dans une petite ville, mais qui est vraiment là, une ville de tiers-monde, qui, moi je dirais, c'est Calcutta, hein, qui s'appelle Umba. Alors, je pense que vous n'y êtes jamais allé, mais je ne vous conseille pas spécialement d'y aller. À moins que. Enfin, si vous pouvez y aller, mais avec des gardes du corps, si vous voulez. Ouais. Et donc là, je commence à pleurer parce que je ne sais plus, je pleure. Je ne sais plus combien de temps je vais vivre. Il y a plus de route, il y a la forêt, il y a les ours. Et je suis dans une zone militaire, en plus. Et donc, qu'est-ce que je fais ? En fait, la Russie, ce qu'il y a de bien dans la Russie, c'est qu'elle fait développer en vous votre instinct de survie. Parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé de survivre, donc vous n'avez pas d'eau. Vous êtes face à une forêt, il n'y a plus de route, et vous êtes dans une zone militaire. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous allez chez les gendarmes. Et donc, moi, je suis allé chez les militaires, j'ai tapé à la porte. Alors, vous imaginez, taper à la porte, avec mon passeport, comme ça. Tout le temps, j'avais tout le temps mon passeport, parce que comme ça évite qu'on me pose des questions. Et là, la porte s'ouvre, et là, vous imaginez, vous êtes à 1500 km de Saint-Pétersbourg, dans la campagne. Et là, je vois un visage qui me regarde bizarrement. Moi, je parle pas russe couramment. Et donc, je dis... et en fait, je trouve personne qui parle anglais. Donc, j'attends dans le hall. En fait, les gendarmes ne savaient pas quoi faire. Et moi non plus. Donc, j'attends. Tout ça est authentique. Hein. Là, on rigole. Mais quand vous êtes dans la situation, vous pleurez. Vous ne rigolez pas. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en réalité, j'ai passé la plus belle soirée de ma vie. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, quand ils ont compris ma situation, et que moi j'ai compris aussi qu'ils avaient compris, il faut dire qu'entre-temps, il y avait la seule prof d'anglais de la zone qui était arrivée, qui parlait très peu anglais en fait. C'était une prof d'anglais, mais je sais pas. Elle parlait beaucoup moins anglais que moi. Enfin bon, je sais pas comment elle peut enseigner l'anglais. Et donc là, j'arrive et j'explique, je traduis. Et là, on m'a dit, mais... Et là, moi, je discute avec les gendarmes et finalement, ils m'ont invité à manger. On a rigolé, mais c'était incroyable. Ils m'ont demandé des nouvelles de Zidane, parce qu'ils connaissent tous Zidane. On a parlé football pendant toute la soirée. Et donc, j'ai dormi dans la caserne militaire. Et alors... arrivé à minuit et quelques, je commençais à être fatigué. Et j'ai dit, où est-ce que je peux dormir ? Par terre, ça va. J'avais un matelas Et en fait, ils m'ont fait dormir sur une table. C'était une table. Et comme ça, face à moi, j'avais le portrait de Medvedev. Parce qu'à l'époque, le président, c'était Medvedev. Et j'ai dormi donc, sur la table. Et le lendemain, ils m'ont escorté en moto jusqu'à la sortie de la ville. Comme un ambassadeur, je ne sais pas.
Et moi, j'étais en vélo, donc j'allais très lentement. Donc ils allaient très lentement. Et moi, je partais en disant, voilà, maintenant, tu n'es plus dans la zone militaire, bienvenue dans la zone non militaire. Et j'ai continué mon voyage. Et pour le coup, j'ai jamais pu voir ces labyrinthes de pierre parce qu'ils m'ont raconté, enfin j'ai pu comprendre, qu'en fait ils étaient à 450 km dans la forêt, donc c'est une petite distance pour la Russie, hein. Et que en réalité, si j'avais voulu y aller en vélo, j'aurais été tué une dizaine de fois par des ours, parce que c'est l'endroit des ours sauvages. Donc, mais moi, à un moment donné, je leur ai proposé, est-ce que vous voulez qu'on y aille ensemble pour faire une expédition? Ils m'ont dit, bah non, on peut pas, parce qu'il faudrait demander des autorisations, et dans 3 ans, j'aurais pu avoir l'autorisation. Mais c'était vraiment une soirée extraordinaire. Et là, on découvre la mystérieuse Russie. Mais pas la Russie des touristes, je peux vous garantir. Voilà. Alors, j'ai résisté aux moustiques, aux ours, aux routes, et aux paysans. Mais je suis tombé par terre une fois, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous pouvez résister à tous ces dangers, mais pas aux femmes russes. Parce que quand vous voyez, quand vous voyez des mannequins comme ça qui marchent sur des trottoirs défoncés, qui sont des vrais mannequins, à un moment donné, ben, vous êtes fasciné et vous tournez. Et en réalité, j'ai suivi du regard comme ça. Et en fait, mon vélo est tombé dans un trou. Alors voilà. Le problème, c'est en Russie, c'est les femmes russes. Voilà. Je vous dis, c'est le plus grand danger qu'il peut avoir. C'est pas plutôt les trous, C'est l'alliance des deux. Voilà. Bon. Alors écoutez, sur ce, vous avez ri, mais moi je peux vous dire que c'était des larmes des larmes, mais pas de rire toujours, et aussi des larmes de rire. En fait, c'est le pays des extrêmes. Vous pouvez rire et la semaine et la seconde, vous pleurez et la seconde d'après vous riez. Ça, c'est la Russie. Mais tout se passe par des larmes. Alors écoutez, je vais vous lire pour terminer peut-être une sorte de conclusion, même si je ne crois pas qu'un récit de voyage un récit de voyage échappe aux idées et à la captation de l'idée du concept. En fait, ce sont des récits. Mais j'ai écrit ce texte en revenant donc plusieurs mois après. C'est un texte sur le voyage en vélo, spécifiquement, et aussi sur la Russie. Donc je vous le lis tel qu'il m'est apparu au retour. Au retour dans le petit cap confortable de l'Asie qu'on appelle l'Europe. Notre voyage radical et solidaire, solidaire parce que nous étions deux, hein, j'ai oublié de vous dire, Wilfried et moi. Notre voyage radical et solidaire nous avait mis en contact avec la sacralité de la Terre, que cette technoscience a annexée dans nos vies quotidiennes, et qui reste pourtant disponible dans les coulisses de l'espace. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, dans son épître adressée au général X, les oliviers ont soudain un autre rôle que celui de battre la mesure derrière les vitres à 130 km/h. Ils se montrent dans leur rythme vrai, qui est de lentement fabriquer des olives. Et le célèbre aviateur d'admettre que toute sa vie, il avait été un imbécile. Il faut lire cette lettre adressée au général X, où il fait l'apologie du voyage lent. Au Saint-Exupéry fait l'apologie du voyage lent, en tant que mode de découverte des autres, de la terre, des autres et de soi-même. De la terre, des autres et de soi-même. Derrière les rideaux touristiques de la Russie, Saint-Pétersbourg, le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, la Russie nous est apparue dans toute sa brutalité et dans toute son humanité. Nous avons découvert, Wilfried et moi, tout un processus technicien aussi dans les vestiges, les usines éventrées. J'ai vu aussi plein d'usines éventrées, plein de choses dans ces zones retirées, dans son déchaînement le plus extrême. Les usines greffées au milieu de vallées ouvertes, des zones interdites, des paysages de chantier qui faisaient soulever le cœur. Et pourtant, les Gavroches qui jouaient avec des boîtes de conserve au milieu d'usines éventrées étaient capables de lire dans votre âme au premier regard. Et là, je me suis remémoré un des poèmes que j'ai particulièrement aimé de Aragon, qui est issu du roman Inachevé. Et je vous lis ces quelques vers. Aragon était marié avec une Russe et il a visité la Russie dans les années 50, 40-50. Et ce que j'ai visité, moi, les endroits, c'était à peu près la même chose que les années 40-50. Alors voilà ce que dit Aragon. J'ai connu les entassements dans les murs jamais repeints. J'ai connu les appartements que l'on partage comme une faim. Et je ne m'explique aucunement, excusez-moi. Pourtant, c'est dans ces heures-là, cette crudité d'éclairage, je ne m'explique aucunement comment s'est produit ce mirage
que j'ai pour la première fois senti pour moi des yeux humains. Et je crois que c'est vraiment très russe, ça. C'est la précarité de la vie quotidienne, surtout dans ces régions éloignées, et en même temps, quelque chose d'humain, une sensibilité incroyable. Je reviens à mon écrit. La Russie fut une expérience. Alors là, je suis très critique envers la période soviétique. La Russie fut une expérience de laboratoire, appliquée à 16% de la surface de la Terre. Le tout-État avait façonné un Homo soviéticus à coup de déportation massive et de déchaînement technicien. Le tout marché, aujourd'hui, prend le relais du tout-État. C'est la nouvelle courroie de transmission du nouvel ordre mondial. Donc le nouvel ordre mondial fabrique un libéral libertaire où le capitalisme, qui est selon moi du communisme dont l'État athéiste a été remplacé par le divin marché. Et si la Russie peut aujourd'hui aider l'Europe à sortir de sa léthargie, c'est en trouvant un chemin qui ne soit ni le tout-État athée, ni le tout-marché broyeur de peuples. Bref, une troisième voie, ce que j'ai appelé la troisième voie russe, qui allie patriotisme et spiritualité. Et j'en ai fini.